Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un chef d'entreprise assez exceptionnel, il faut le dire, en la personne de Bernard Streit. Bernard Streit, bonjour. Vous venez de publier aux éditions Desclés de Brouwer L'ambition de la fraternité, ma vie, mes combats. Donc un ouvrage qui retrace un peu votre parcours professionnel, mais également votre parcours familial, votre enfance, votre adolescence. Alors on vous connaît pour être chef d'entreprise dans un petit village d'Anteuil, un petit village de 800 âmes en plein milieu rural. Vos origines ne sont pas françaises puisque votre grand-père, Bernard Streit, était d'origine helvétique. Alors, qu'est-ce qui a poussé votre grand-père à venir en France précisément ? Alors, bonjour, monsieur Hugo. Mon grand-père a été poussé, c'est le cas de le dire, à venir en France parce que c'était un orphelin. Il travaillait dans une ferme comme ouvrier. Et ses patrons avaient décidé, dans les années 1913, d'acheter une ferme à côté sur l'île sur le Doubs, à côté d'Anteuil, une ferme isolée. Mais le fermage courait jusqu'en 1915. Et donc, ils ont patienté jusqu'en 1915 pour avoir la pleine jouissance de leur ferme, mais quand la pleine jouissance est arrivée, c'était la guerre. Et donc, Madame Weber, la patronne, n'a pas voulu venir en France en disant c'est trop dangereux, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ce coup-là, on a cette ferme sur les bras. Donc la solution, c'était d'envoyer ce qu'on appelle, nous, leur commis, qui était mon grand-père. Et donc il a débarqué dans cette ferme sur le territoire de l'île sur le Doubs, ferme isolée, à 27 ans, ne parlant pas un mot de français, alors que tous les hommes de son âge étaient sur le front. Bien sûr. Nous sommes en 1915, faut le on est en 1915, tout à fait, oui. en pleine guerre de 14. Oui. Et donc, il est là, normalement, pour attendre que la guerre se passe et que ses patrons arrivent. Mais la guerre s'éternise. Madame Weber a peur de la situation et pour finir, ils vont la vendre à tempérament à mon grand-père. Donc, mon grand-père n'est pas venu suite à une décision personnelle. Il a été poussé, comme vous l'avez fort bien dit, M. Maigret, c'est par ses patrons qui ont dit, écoute, il faut aller tenir cette ferme. Et puis après la guerre durant, donc en fait, mon grand-père est quand même un des premiers pour nous qui a su transformer les pépins en pépites. Voilà, c'est ça. Puisqu'il a eu une belle ferme qu'il n'aurait jamais pu... Il a travaillé très dur pour la payer, oui. Mais je pense qu'en Suisse, il n'aurait jamais été capable de sortir de sa condition d'ouvrier agricole. Oui, oui. Le travail en Suisse était différent à cette époque-là du travail Alors, oui, ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai eu l'occasion de connaître mon grand-père, il est décédé, j'avais 18 ans, il faisait beaucoup de fruits. Ils avaient beaucoup de pommiers, poiriers, etc. Donc ils avaient quelques bêtes d'élevage et ils faisaient du lait. Mais leur grosse activité, c'est quand même d'être producteurs de fruits. De fruits, c'est ça. Oui. Oui. Alors votre grand-père a eu plusieurs enfants, je crois 6 enfants, c'est ça ? Tout à fait. Et votre père, qui s'appelait Émile, votre oncle. Comment leur est venu en quelque sorte de créer, je dirais, une petite entreprise artisanale ? Oui. Alors, mon oncle... Parce qu'ils ont démarré de rien, en quelque sorte. Ils ont démarré de rien du tout. On peut le dire. Hein, oui, franchement, rien du tout, puisque tout l'argent qui était récupéré dans cette ferme servait à rembourser les Weber, donc il n'y avait pas grand-chose. Hein. Oui. Et l'aîné, donc Otto, mon oncle, ne se sentait pas du tout une âme de paysan. Il le dit, ça n'allait pas du tout. Il n'était pas fait pour l'agriculture. Il n'était pas fait pour l'agriculture. C'est un homme. Et mon grand-père, avec beaucoup de sagesse, à un moment donné, s'est dit, écoute, on va te faire une formation pour que tu apprennes un petit peu la mécanique des moteurs, comme il dit. Alors, il est allé travailler une dizaine de jours chez un mécanicien qui a montré comment on pouvait réparer un moteur de voiture, etc. Et puis, il s'est mis dans la ferme à réparer le matériel de la ferme. Oui. Puis après, il a eu l'idée de fabriquer les premières, dans les premiers, à fabriquer des voitures qui, au lieu d'avoir des roues à cerclage métallique, des roues en bois, il a eu l'idée de mettre des roues de voitures automobiles sur ces voitures à pneus. Et donc, il a commencé à en faire des quantités assez importantes. Oui. Et pendant la guerre, à la ferme, il n'y avait pas d'électricité. Oui. Et donc, ils avaient un groupe électrogène qui leur faisait de l'électricité. Et puis, ils se sont mis à tomber en panne d'essence. Il n'y avait plus d'essence. Donc, ils ne pouvaient plus faire tourner leur groupe électrogène.
Donc ils se sont rapprochés du marquis de Moustier. Oui. Bien connu dans la région. Hein. Oui, et qui a un parcours grand résistant, parcours exemplaire, grand monsieur. Il n'a pas voté d'ailleurs les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il faut le rappeler. Tout à fait. On ne le dit pas ça assez souvent. On ne le dit pas assez. Assez souvent, alors qu'il n'était pas on aurait pu penser que aujourd'hui. Alors qu'il était d'une vieille noblesse. Hein, une grande noblesse. Grande noblesse. Oui. Et donc pour lui louer des bâtiments à Clerval. Oui. Et donc ils se sont installés à Clerval pour continuer à faire du matériel agricole. Et voilà comment les activités se sont passées. J'en expliquerai un peu plus tout à l'heure, peut-être, après, suivant vos questions. Voilà. Alors, c'est vrai que votre père a été quand même exemplaire aussi dans l'évolution de son travail. Oui, alors, mon père, je pense, a eu cette chance aussi d'avoir son frère qui s'engage. Donc, il a suivi son frère. Alors, mais mon père est un homme intelligent, posé. Il a suivi son frère. Et puis la famille, après, les deux Moustiers avaient dit à mes parents, on va vous laisser ce bâtiment à Clerval, que l'on voit encore. Oui, on le voit encore, ce bâtiment. Mais pour faire votre matériel agricole, mais après-guerre, on veut s'associer avec vous pour faire une entreprise de plus grande envergure. Et c'est ce qu'ils ont fait après-guerre. Mes parents ont abandonné la fabrication de matériel agricole. Et ils ont, avec la famille de Moustier, ils ont créé une entreprise qui fabriquait des brides de raccordement de tuyaux. Alors là, on allait dans un domaine plus industriel. Beaucoup plus industriel, voilà. Et donc, la famille de Moustier avait vu ces deux hommes, mon père et mon oncle, qui étaient quand même des gens dégourdis, hein, pour dire comme ça, on va reconnaître. Oui. Et ils sont apparentés avec la famille royale belge qui avait des intérêts dans les plastiques, juste après-guerre. Plastival, non? Oui. Alors, c'est comme ça que va naître Plastival, parce qu'ils vont demander à mon père d'aller se former à Anvers, en Belgique, dans une des usines de leurs cousins, pour découvrir le plastique et l'extrusion des plastiques. Et quand il va revenir de cette formation, qui a duré une quinzaine de jours, ils vont lui confier la mission de créer Plastival. Voilà. Donc mon père va créer Plastival. En quelle année précisément, Bernard? Là, c'était dans les années 50. 1954, on peut le dire? Même avant, 50 plutôt. Oui. Et puis, il va réparer des vieux locaux de la fonderie qui était à Clerval pour y aménager les extrudeuses. Et ils vont commencer à faire du tuyau d'arrosage, des choses comme ça. Et puis un jour, il est rentré à la maison en disant je ne veux plus rester avec les Moustiers. C'est des gens bien, mais ce n'est pas des industriels, je ne veux pas rester avec eux. Voilà. Et donc il a pris son envol. Il a pris son envol, et ce qui l'a aidé, c'est qu'il avait créé en 1954 une entreprise pour sa sœur, avec un de ses frères, sa sœur avait la poliomyélite à l'âge de 7 ans. Sa sœur Jeanne, je crois. Oui. C'est ça. Et donc, quand elle est en âge de chercher du travail, avec son frère René, toujours dans cette solidarité familiale, et peut-être aussi parce qu'ils sont d'origine étrangère et qu'il faut se trouver des solutions tout seuls. Bien sûr, et qu'ils ont souffert aussi des remarques et des critiques qu'ils pouvaient avoir. Les liens sont forts entre eux. Ils créent cette entreprise qui va baptiser au nom de Sofanou, Société de fabrication nouvelle. Ils achètent une petite machine à souder haute fréquence et ils donnent la mission à ma tante de faire des pochettes pour mettre des belles photos, des cartes d'identité, des permis de conduire, etc. Et donc, quand il quitte assez brutalement les deux Moustiers à Clerval, il dit à ma mère, écoute, ce que je vais faire, je vais développer l'entreprise que j'ai créée pour ma sœur. Et voilà comment ça a démarré. Et les plastiques, il faut le reconnaître, arrivent dans notre région de Clerval grâce à la famille de Moustier, qui amène les plastiques qui vont aujourd'hui être utilisés et développés à la fois par Delfingen, mais aussi par Plastival. Et dans ce secteur-là, il se transforme des millions de tonnes de plastique, mais à l'origine, c'est les deux Moustiers qui ont l'idée d'amener les plastiques dans le secteur. On va parler de vous maintenant, Monsieur Strait, parce que vous êtes le deuxième de 3 enfants. Il y a votre frère, on en parlera, Philippe, qui était né handicapé, et puis votre frère Claude, et vous, Bernard. Alors, est-ce que vous avez travaillé tout de suite avec votre père, ou si vous avez pu faire des études avant votre service militaire? Alors, j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique, parce que à l'âge de 11 ans, quand normalement on rejoint la 6e, c'est ça, et j'ai été frappé d'une tuberculose osseuse qui m'a éloigné de l'école pendant 2 ans.
Alors, je pense que c'était, j'avais pas tout compris étant gamin, mais je pense que c'était aussi pour éviter la contagion, beaucoup de choses. C'était grave la tuberculose. C'était une tuberculose osseuse avec dans les os du crâne. Et donc j'étais trépané. Certains médecins disent vous avez été miraculé parce que normalement on mourrait de cette tuberculose qui attaque jusqu'au cerveau et après c'est la mort. J'ai pas souffert parce que c'était des belles années pour moi. J'étais toujours en balade dans les bois, dans les champs. Mais au bout de 2 ans, on a sifflé la fin de la récréation en me disant écoutez, maintenant vous êtes guéri, il faut retourner à l'école. Et je suis retourné à l'école communale du village. À Anteuil toujours. À Anteuil, oui, avec un instituteur extraordinaire qui, en l'espace d'1 an, a réussi à me faire apprendre à écrire, à calculer, etc., pour passer mon certificat d'études. J'ai pu rejoindre après le certificat d'études à Baume-les-Dames un centre d'apprentissage de mécanique générale, où on apprenait tous les métiers de transformation de l'acier, le fraisage, perçage, tournage, rabotage, etc. Et j'ai passé un CAP, qui était le niveau juste après le certificat d'études. Oui, bien sûr, oui. Et comme j'avais quand même d'assez bonnes capacités... Vous étiez un bon élève, oui. Oui, plutôt dans les mathématiques que dans le manuel, mais je me débrouillais quand même en manuel, j'avais pu avoir mon CAP. Et j'ai pu rattraper une seconde spéciale, une première et une terminale à l'école d'horlogerie à Besançon. Au lycée, qui est le lycée Julag aujourd'hui. Qui est le lycée Julag aujourd'hui, voilà. Oui. Et là... Vous avez passé votre baccalauréat, j'ai passé... C'était, à l'époque, on appelait ça un brevet brevet supérieur, mais qui a été baptisé après bac. Mais bon. C'était à la fin des années 50, début des années... C'était la fin des années 60. Oui, fin des années 60. Oui. J'ai dû passer les début des années 70, 71, 72. Après, j'ai fait mon service militaire. En 73. En 73. Et quand je rentre du service militaire, mes parents, bien sûr, m'attendent en se disant, écoute, dans l'entreprise artisanale familiale qui est dans la maison d'habitation, et puis 2 petits hangars en tôle qui sont devant, ça serait bien que tu reviennes parce qu'il y a ma tante qui est handicapée, qui travaille toujours là, mais il y a aussi mon frère aîné qui, lui, n'a pas pu, est handicapé mental, suite à un accouchement très compliqué de ma maman, il n'a jamais pu apprendre à lire et à écrire. Et donc, mes parents se disent, c'est la façon de continuer à ce que ton frère puisse vivre là, que tu reviennes. Et je ne suis pas préparé à être un chef d'entreprise. Vous n'étiez pas préparé pour ça au départ? Non. Garçon timide, réservé, introverti. Et tout ça, je ne me sens pas très à l'aise dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que je dis souvent, si Philippe n'avait pas eu cet handicap, si ma tante aussi, je pense que je ne serais jamais devenu un chef d'entreprise. Vous voyez, comme quoi la vie, c'est particulier quand même. Hein. Alors, j'ai passé les 2-3 premières années très compliquées. Et je dois à ma maman le fait d'avoir su m'entourer pour que je résiste à ça. On avait des vieilles machines qu'on achetait. Mon père disait, on fait la poubelle des riches. Mais c'est vrai, on prenait des machines que les autres ne voulaient plus. Alors, on passait des nuits à essayer de les réparer, et puis quelques jours après, elles tombaient de nouveau en panne, c'était infernal. Et puis petit à petit, j'ai pris goût à ce métier. Je m'y suis passionné. Vous êtes passionné. Et ça m'a changé ma vie. Bernard Stret, que vous étiez quand même une famille très unie. Ça se transperce dans ce ouvrage. On le voit quand même avec vos frères, avec vos parents, même si votre mère avait un attachement particulier pour Philippe, qui était handicapé, elle le protégeait beaucoup. Mais on sentait quand même cette fraternité entre vous. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a cette forte fraternité qui venait à la fois de mon papa et de ma maman. D'ailleurs, c'est intéressant, dans les choses qui m'ont structuré, mon père était protestant et ma mère était catholique. Et donc, catholique pratiquante. Et catholique pratiquante, mon père était plutôt... Quelquefois, je pense qu'il était agnostique, ou il était... Ben, c'est comme ça, mais il avait cette culture protestante, c'est-à-dire de travailler, d'être sérieux, d'être économe, de ne pas de faire remarquer non plus. Donc, tout ça nous a marqué quand même dans notre... Et puis, je pense aussi que les racines de ces liens familiaux, faut les chercher aussi dans cette histoire qui vient de mon grand-père, qui vient s'installer en France pendant la guerre de 14. Une situation compliquée aussi pendant la guerre, parce que
pendant la guerre, mon grand-père parlait bien allemand, donc quelquefois les Allemands sont venus chercher pour faire des traductions. Absolument. Et ça a marqué. Et donc, si vous voulez, quand vous sentez que vous êtes un étranger sur le territoire où vous vivez, ça resserre les liens. Et je pense que c'est ce qu'on trouve aujourd'hui quand on parle de communautarisme aujourd'hui. Je peux le comprendre parce que quand vous vous sentez pas bien à l'aise dans un pays, vous faites corps avec la famille, avec les gens qui ont la même origine que vous. Qui ont la même origine que vous. On va, si vous le permettez, faire une courte respiration musicale, Bernard Srett, et puis on va continuer à poursuivre dans notre entretien. Et je rappelle le titre de votre jeu, L'ambition de la fraternité, un ouvrage publié aux éditions des Clés de Brouwer. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret. Avec aujourd'hui Bernard Srett qui vient de publier aux éditions des Clés de Brouwer L'ambition de la fraternité, avec un sous-titre Ma vie, mes combats. Un entrepreneur et son village agissent pour le handicap. On y reviendra bien sûr longuement dans cette émission et dans la prochaine. Alors Bernard Srett, on a évoqué donc cette ambiance familiale qui est là, mais il y a aussi votre volonté de travail, votre courage, votre opiniâtreté aussi, parce que vous avez travaillé avec vos parents jusqu'à votre mariage, on peut le dire. Vous avez habité dans la maison familiale très très longtemps, jusqu'à 34 ans il me semble. Oui, presque. Oui. Peut-être un peu moins, mais si vous voulez, ce qui est important de voir, c'est que, en rentrant du service militaire, je vis chez mes parents. Vous vivez chez vos parents. Je travaille avec mes parents et on travaille très dur et très longtemps, beaucoup. On fait des travaux manuels de terrassement, on monte une charpente métallique, on répare les vieilles machines, enfin, une vie... une vie de labeur. Une vie de labeur, mais c'est comme ça. Voilà, on se pose même pas trop de questions, il faut travailler. Les repas de famille, c'est que des discussions sur le travail. Ma mère écoute, elle fait à manger, elle sert, et quelquefois elle nous remet un peu à l'heure parce que elle voulait surtout pas qu'on avait 2 jours où on n'avait pas le droit de parler de business, c'était à Pâques et à Noël. C'était interdit. Ah oui. Ça, c'était la règle. Ma mère disait, quand des fois on dévie un petit peu, elle tapait sur la table, elle dit, c'est Noël aujourd'hui. Donc on savait qu'il fallait plus parler business. Autrement, c'était les affaires, les machines en panne, les pièces qu'on n'avait pas livrées ou qui n'allaient pas, etc. Les discussions étaient sur ce Votre mère a joué aussi un grand rôle dans cette aventure professionnelle, cette aventure industrielle, Bernard Srett. Oui. Et je pense que ma mère... a surtout eu une conduite exemplaire en faisant le moins de dépenses possible, en travaillant. Je me demande comment elle arrivait à la fois à faire son travail de maman, de ménagère, et puis travailler dans l'entreprise à des heures infernales, sans jamais se plaindre. Et d'ailleurs, elle nous disait, il ne faut jamais dire qu'on est fatigué. Si on disait on est fatigué, elle dit non, on ne dit pas ça chez les Srett, on ne dit pas qu'on est fatigué. On ne dit pas qu'on est fatigué. Oui, d'accord, on est quand même fatigué. Voilà, donc ça c'est tous des moments importants qui vous structurent dans une vie. Vous n'oubliez pas. Après, vous culpabilisez même si vous arrêtez quelques minutes. C'est impressionnant ça. Alors votre parcours va se poursuivre quand même. Je crois que votre père va vous donner les clés de votre entreprise. À quel moment précisément, Bernard Srett? Alors, moi, je vais
me marier en 1975 Oui, avec Françoise. Avec Françoise. Oui. Ça, c'est un virage très très important dans ma vie d'homme. Oui, oui. Et puis après, on aura 2 enfants assez rapidement. Oui. Mais comme on n'a pas un sou pour trouver un appartement, on va continuer à vivre chez mes parents pendant encore Plusieurs années. 5 années. Oui, oui. Et on va pouvoir plus tard construire une maison grâce à mon beau-père qui est un homme pertinent, qui est un paysan du village et qui va nous laisser un bout de terrain à la sortie du village pour y construire la maison. Et bon, ça a été donc pour moi très long, mais c'était encore beaucoup plus long et difficile pour mon épouse de vivre là. On vivait en tribu en fait, parce que mes parents, mon frère, à un moment donné, mon frère Claude, que vous connaissez, est revenu vivre avec nous. Donc on a bien connu. On était deux couples là au milieu, avec nos enfants, mes parents, mon frère handicapé, etc. Mais on n'a pas eu le sentiment d'être malheureux, on était bien. Alors il y a des moments plus pénibles l'un que l'autre, mais on était bien. Et donc l'entreprise... Mon père, puisque c'était la question que vous me posiez, quand est-ce que j'avais pris, mon père dans les années 79, 80. 79, oui, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Voilà, on décide, on n'a plus de place, les affaires commencent à se développer un peu, on n'a plus de place au milieu du village, c'était quasiment un bidonville qu'on avait au milieu du village, et mon beau-père, qui nous avait laissé un bout de terrain pour faire la maison, nous laisse aussi un bout de terrain pour y faire le premier bâtiment, sans qu'on ne serait jamais resté à Anteuil s'il n'y avait pas eu mon beau-père et ma belle-mère, bien sûr, mais mon beau-père est un homme très pertinent, très intelligent. Et on va y construire là, et là je sens que mon père, qui est déjà qui a passé la soixantaine, cherche... Il veut passer la main. Il veut passer la main, et ça le dépasse. C'était un homme... Un géo trouve tout, mais il n'aimait pas gérer tout ça. Mais est-ce que vous étiez prêt, d'une certaine manière, Bernard, pour prendre la succession de votre papa à ce moment-là? Alors, est-ce que vous aviez la force du caractère, la force physique, mentale, etc. Alors, je pense que la force physique et le mental, alors que j'avais une jeunesse bien perturbée par la maladie. Absolument. Quand j'étais à l'école d'horlogerie, j'ai été entraîné par un professeur de sport pour faire de l'athlétisme et de la course à pied. Parce que vous le dites dans votre ouvrage, vous étiez un jeune homme timide. Timide, oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par le sport, j'ai travaillé beaucoup mon endurance, mon endurance à la fois physique mais mentale. Quand vous faites du cross-country, quand vous faites de la grande course, vous faites donc j'ai eu cette chance, et puis j'ai travaillé d'avoir été 2 fois champion de France de cross-country, donc ça, j'ai rapidement arrêté parce qu'après l'armée, j'avais plus le temps de m'entraîner. Oui, bien sûr. Mais vous étiez sportif. Sportif, oui. Après, j'ai joué au football dans le village avec les copains du village. On a joué, mais j'étais un bien moyen footballeur, mais j'étais bon coureur à pied avec bonne endurance. Alors après, dans la préparation technique pour gérer une entreprise, si vous voulez, j'avais jamais fait de finance, de comptabilité, etc. Donc, gestion, ressources humaines. J'ai fait suffisamment d'erreurs pour me faire tirer les oreilles par les banquiers, par tout le monde. Et à un moment donné, les banquiers ont dit, à mes parents, si Bernard ne se forme pas à la gestion d'entreprise, on ne vous prêtera plus un sou. Ah oui. Oui. Donc c'était le début en 1979, ça. En 1979, 80. Et donc j'ai commencé à suivre des cours au Greta pour apprendre ce que c'était que la comptabilité, la finance, les besoins en fonds de roulement, la trésorerie, etc., etc. Toutes des choses qui m'étaient complètement inconnues. On faisait ça d'intuition. On voyait bien s'il y avait encore de l'argent dans le tiroir caisse, on pensait que ça allait. Quand il n'y en avait plus, on pensait que ça allait plus. Mais c'était pas on n'était pas. Donc je me suis formé petit à petit, et c'est tous les coups qu'on a pris sur le coin du nez qui nous ont amenés à. Et on apprend 100 fois plus vite qu'à l'école, parce que là, c'est de l'apprentissage qui est applicable dans l'instant même. Dans l'instant même. Voilà. Et cette entreprise, Bernard Stret, elle s'est développée d'une manière exceptionnelle. On va dire un peu ce que vous fabriquez quand même, qui a fait votre renommée internationale. Alors, oui, on s'est spécialisé dans les années 84 dans tout ce qui était protection des fils électriques dans l'automobile. Fils électriques. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs kilomètres de fils dans une voiture, qui n'est pas électrique. Oui, les voitures thermiques, un moteur thermique. Alors, voiture électrique, il y en a tout autant.
Et c'est un peu c'était pas le fruit d'une longue réflexion, c'est peut-être comme ça l'intuition. Et puis moi, je vous disais tout à l'heure en préambule, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir été un peu guidé par des messages qui me venaient d'ailleurs. Alors, on peut peut-être, je sais pas, vous allez dire, il est un peu particulier. Pas du tout. Mais si vous voulez, ça rend, quand on sait qu'on a des forces plus grandes que nous, bien sûr, on peut le croire, ça. Je le crois, et ça rend bien humble, parce qu'aujourd'hui, quand on me dit, mais comment t'as fait? Je dis, écoute, je crois que j'y suis pas pour grand-chose, mis à part le courage et puis la volonté. La volonté. On m'a guidé aussi un peu. Donc, on va se spécialiser dans tout ça. On travaillera pour Peugeot. Et puis après, si vous voulez, ce qui va faire la réussite de l'entreprise, c'est que on est des artisans au moment où, artisans semi-industriels, au moment où arrivent les accords européens qui libèrent le marché européen, qui libèrent avec les accords de l'OMC le marché mondial. Absolument. Le monde va être, à partir des années 90, dans une mutation, mais totale, que les gens n'imaginent pas. On va vers la mondialisation à ce moment-là. Fulgurance. Et donc on commence à livrer les constructeurs automobiles, entre autres Peugeot, qui était notre client principal à l'époque, dans les début des années 80, qui fabriquent en interne ces câblages, avec des personnes dans des ateliers de Bar, de Mulhouse, de Poissy, etc., va externaliser ses activités de câblage en disant ça, c'est pas notre core business. Nous, on doit designer la voiture, on doit la penser, l'assembler, la fabriquer, mais tout ce qui n'est pas notre métier, on le sort. Et à ce moment-là, il y a une concurrence qui commence à se faire très très forte, et tout le monde, pour résister, cherche à avoir des prix plus bas, pour pouvoir résister à la bagarre des prix, principalement des Japonais à l'époque, qui arrivent avec des voitures, il faut se le rappeler. Aujourd'hui, on a peur des Chinois, mais les Japonais ils ont fait très très peur. Ça a été la deuxième puissance mondiale pendant très nombreuses années, les Japon. Tout à fait. Et donc, là, ces fabricants de câblage qui sont principalement des Américains, des Japonais, un peu des Allemands, un seul Français, vont immédiatement migrer de la France vers l'Espagne, parce que dans les années avant de 84-90, eh bien, vous avez l'Espagne a un coût de main-d'œuvre qui est la moitié du coût de main-d'œuvre des Français. Donc, tout va migrer en Espagne. Et en Portugal aussi, peut-être. Alors, vous avez raison, mais d'abord en Espagne. Et puis là, en Espagne, rapidement, nos clients nous convoquent en disant, écoutez, maintenant, vous n'allez pas continuer à produire à Anteuil pour livrer en Espagne. Il faut que vous veniez produire en Espagne. Et c'est le premier passage Donc c'est l'Espagne qui va vous ouvrir le marché, en quelque sorte. Alors l'Espagne va nous ouvrir la possibilité, le concept d'aller à l'étranger. On n'avait pas imaginé un jour qu'on pourrait aller à l'étranger. Et là, on est contraint d'aller à l'étranger. Il faut acheter une carte d'Espagne pour voir où ça se trouve. Et puis prendre la voiture et aller. Vous prenez votre bâton de pèlerin, en quelque sorte, qui allait à Saragosse, à Barcelone. Tout à fait. J'ai sillonné ces routes et ces autoroutes espagnoles pendant des années, sans connaître un mot d'espagnol. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, à la fois pour le Portugal et pour l'Espagne, c'est que, ne parlant pas les langues étrangères, c'est comme ça la vie, la chance vous sourit quelquefois. En Espagne, tous ceux qui ont le pouvoir dans les entreprises, comme au Portugal, parlent le français. Ils ont fait des études supérieures, et en raison de Franco et de Salazar, les deux. Ils les ont imposé le français au lieu de l'anglais. Donc pour moi, aller faire du business en Espagne et au Portugal, c'était facile. J'avais simplement, quand je sortais de l'entreprise, je voyais bien que j'allais dans un restaurant, il fallait parler l'espagnol, le catalan, etc. Mais autrement, le business, c'était français, pareil. Et pas encore l'anglais. Et pas l'anglais, il n'y avait pas d'anglais. On va se retrouver donc la semaine prochaine, bien sûr, pour parler de cette action Philippe Strait, votre travail pour le handicap. On y reviendra longuement. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'ambition de la fraternité, mes vies, mes combats, un ouvrage que je recommande à nos auditeurs, publié donc aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup de votre spontanéité, votre sincérité, Bernard Strait, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.